Les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Ça, c'est ce qu'Oda nous sert aujourd'hui sur un plateau. Après tous ces chapitres remplis de toutes sortes d'informations qui ont bouleversé le monde, on se tourne vers ce qui a fait la gloire de One Piece, la découverte. Et bien sûr, on a quelques entrées en scène super épiques. Des apparitions de marines, des apparitions de scientifiques légendaires. One Piece, c'est en train d'avancer. Et oui, on a l'apparition de cette parfaite Madame Vegapunk. Et bienvenue sur RTL les accros de One Piece. Alors si vous aussi vous avez autant aimé ce chapitre que nous, et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Parce que là dans ce scan finalement on a de l'aventure et de la découverte. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas eu. Et nous honnêtement ça nous fait vraiment du bien. Ça fait très longtemps qu'on attend ce genre de petits chapitres comme ça où... Un truc de bouleversement en voilà, vrai, on se pose plein de questions. Oui, il y a eu beaucoup de révélations avant, beaucoup de choses que vous avez tous adoré, qu'on a adoré. Mais l'aventure de One Piece c'était plus trop ça et maintenant c'est redevenu. En tout cas, on ne sait pas pour combien de temps, donc autant en profiter. Et d'ailleurs, on a eu un joli dos de Jewelry Bonnie et également Vegapunk. Donc, on vous laisse, vous les experts de ce genre de choses, de ce fanservice, nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous, on va analyser tout ça. Allez, c'est parti! Voilà, la page de couverture, elle continue un peu vers le décevant, parce que finalement, on a tout le monde qui s'enfuit, enfin, tout le monde, le Germa et César qui s'enfuient. C'est décevant parce qu'effectivement, ça prouve que Katakuri, il a été battu par eux. C'est pour Katakuri qui était quand même pour nous très surestimé, finalement, là, on est déçus. Surestimé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il était là, ils l'ont descendu. Bon, il n'a pas été battu, certes, mais il a été dérouté. C'est un peu comme si qu'il avait perdu. Là, on imagine bien, pendant qu'ils sont en train de voler, Katakuri et Oven. Encore et encore. Mais non, mais combien de temps ça va durer? La seule chose qui peut ramener un petit peu d'équilibre dans tout ça, c'est peut-être l'apparition de Crackers, parce que Crackers, nous, personnellement, il nous avait pas déçus. À l'époque, contre Luffy, il avait fait un combat de 3 jours, je crois. Et donc, pourquoi pas un Crackers qui revient, qui remet un petit peu les pendules à l'heure, mais il faut bien que le Germa arrive à s'enfuir. D'ailleurs, là, le fait que les scientifiques soient mis à l'honneur avec le Germa et César, c'est peut-être justement pour nous amener sur ce chapitre qui va être très certainement full scientifique, en tout cas un arc peut-être full scientifique, parce que là on le voit bien, ça va parler de Vegapunk. Première vraie page du chapitre, Luffy et Chopper sont emportés par le vent, et sur le chemin, ils attrapent Jewelry Bonnie. Celle-ci crie alors que c'est toujours au-dessous d'eux, mais l'équipage ne comprend pas et continue d'observer, alors qu'une ombre se profile. Un requin gigantesque sort de l'eau et tente de happer le Sunny. Zoro lâche que c'est impossible qu'un requin de cette taille puisse exister, et en plus, il est en métal. Jinbei lui saute à l'eau en voulant sauver Luffy et Chopper. Franky prend la barre et déploie une nouvelle fonctionnalité du Sunny. Mais lors de la fuite, le requin lance des roquettes et touche le navire et celui-ci se retourne. Alors, petit mot, Zoro, qu'est-ce que tu fous? À un certain moment, il faut savoir, tu as battu King ou tu l'as pas battu? Un requin de, allez, on va dire 10 mètres de long, peut-être 20 mètres de long, ça fait peur, franchement. C'est pas un équipage d'empereur qu'on a ici. D'ailleurs, Zoro dit, oh, un requin de cette taille ne peut pas exister. T'as pas vu les Seigneurs de mer? T'as pas vu en fait tout ce qu'il y a dans One Piece? T'as pas vu la boune? Ça fait mal, ça fait mal. Et c'est que le début, hein, parce qu'ensuite on a Luffy qui est en train de voler. Oh non, on vole, on peut pas s'arrêter, on va tomber où? Dans l'eau. Et l'équipage fait quoi? Ah, ils se sont envolés. Ils vont loin quand même, hein. Ils vont loin, hein. Mais jusqu'où vont-ils aller? Exactement. Et d'ailleurs, Luffy, Gear 5, il connaît plus. En Gear 5, il peut voler, et là, je n'ai même pas pensé, non, mais écoute, moi j'aime bien l'eau en fait. Je vous l'ai pas dit, mais ma passion, c'est de plonger dans la mer, faire du surf. C'est comme ma peau. Ça m'a un petit peu dérangé. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, heureusement que Jinbei est là, parce que finalement, maintenant, il n'est plus timonier. Son nouveau rôle, c'est sauveteur pour l'équipage. Là, s'il n'était pas là, eh bien, toutes les personnes avec un feu du démon seraient complètement noyées depuis bien longtemps. En plus, avant, c'était Zoro et Sanji qui sautaient à l'eau pour les sauver. Là, ils ne se sont même pas donné la peine, ils se sont même pas posé la question. Ils ont carrément laissé Jinbei faire le boulot. Ils se sont dit, oh, c'est un homme poisson, c'est bon, on va le laisser faire, tout va bien. Exactement. Et chaque case compte dans ce chapitre. C'est ce on a fait un live réaction ce midi. Un petit peu avant, ouais, on est hyper rapide. Et du coup, les gens nous ont effectivement dit que chaque case compte. Et si on regarde le requin, on dirait que c'est écrit Hunk dessus, c'est Vegapunk. Vous voyez, ça arrive, ça arrive. On tisse petit à petit l'arrivée de Vegapunk. En pleine mer, les utilisateurs de feu du démon sont sauvés par Jinbei. Mais dès qu'il se repointe à la surface, le requin lui tire dessus. Il est obligé de replonger. Le Sunny lui coule petit à petit. Mais un robot géant fait son apparition. Il abat le requin alors que tous les membres d'équipage perdent connaissance les uns après les autres.
Jinbei, c'est peut-être le personnage le plus important de ce chapitre. Là, clairement, on l'a déjà dit, c'est lui qui a le rôle de sauveteur, mais surtout, il y va pour son capitaine, parce qu'il fait tout pour son capitaine. C'est Jinbei. Il faisait déjà ça pour Fisher Tiger, maintenant il va le faire pour Luffy. D'ailleurs, on remarque que là, comme Luffy est complètement à l'eau, eh bien c'est lui qui reprend un peu les rôles, qui donne des ordres à chaque membre de l'équipage. Franky fait ceci, etc. C'est lui qui, en fait, qui joue un peu le rôle de second dans ce chapitre. Oui, en tout cas, c'est pas le second, il faut pas le dire. Oui. Mais en tout cas, il a une expérience de ce qui est d'être capitaine. Il sait quels sont les rôles à tenir pour que le bateau avance, pour qu'on arrive à bon port. Et c'est le seul qui a cette expérience actuellement. Oui, il y a peut-être Brook, mais Brook, maintenant c'est la musique, hein, c'est plus grand chose d'autre. D'ailleurs, en Onigashima, on l'a vu, il a pas servi à grand chose. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pour une autre vidéo. Le Vega Force One, finalement, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, ça nous fait vachement penser à toutes les créations de Franky. Et c'est vraiment quelque chose parce que finalement, il arrive à mettre à terre directement le requin, alors que le Sunny, bah lui, il est déjà en train de couler petit à petit au fond de l'eau. Même si le Sunny est totalement indestructible, semble-t-il, parce qu'il a pris une bombe et compagnie. On l'avait vu déjà au Onigashima. Mais là, quand même, c'est la première fois que le Sunny coule vers le fond comme ça, et on voit que tous les Mugiwara sur le pont sont en train de... Mention spéciale pour Zoro, encore une fois, ce mec-là il cumule dans ce chapitre, ce qu'il attrape Brook par les cheveux, genre aucun respect. Non loin de là, dans la base du G14, des tas de connus sont présentes. Tashigi soigne les enfants enlevés et leur distribue leurs médicaments. Nombre d'entre eux ont déjà perdu en taille, dont la fameuse Moka. Une autre marine débarque dans la pièce, la commandante de la base. Et elle est nommée Doll. Elle annonce directement la couleur. Le petit merde d'Hermep est là. Et elle demande à Tashigi si elle peut faire quelque chose. Mais elle répond que non, malheureusement. Et de l'autre côté de l'île, Hermep et Hibari pleurent à chaudes larmes, demandant de l'aide à d'autres membres de Sword, ceux commandés par le prince Gru, le contre-amiral de la marine. Mais là aussi, c'est un refus catégorique. Sauver Koby sur la ruche est impossible. Hermep demande alors l'autorisation de prendre les séraphins et de filer sur place. Mais rien n'y fait. La situation est critique sur tous les fronts. Même Drake ne répond plus. Là, franchement, ça nous fait très plaisir quand même. On voit les membres du gouvernement, les membres de la marine un peu plus dans leur environnement. On les voit vraiment évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui manquait depuis Punk Hazard, pour nous en tout cas. Dressrosa, on en parlait un petit peu plus, on voyait des choses, mais c'était pas comme Punk Hazard où on avait vraiment des interactions avec eux. Ça nous a manqué. Et là, de voir Tashigi, de voir l'évolution des enfants, de voir en fait Doll, la nouvelle vice-amirale, en tout cas la vice-amirale du G14 qu'on connaissait absolument pas, ça fait plaisir. Il y a aussi Gru, mais on en parlera un peu plus tard. Mais tout ça, on se demande comment est-ce que ça va se goupiller, parce que Oda ne cesse de créer de nouveaux personnages, nouveaux personnages. On voit bien, il essaie de faire en sorte que la marine soit très puissante, le gouvernement également, pour une bataille finale, qui est assez d'antagonistes pour les protagonistes, mais on voit pas comment ça peut se goupiller tout ça. D'ailleurs, Smoker, lui, il est même pas présent. On se demande est-ce que, du coup, il est sur cette île, ou alors, est-ce qu'il est en charge de la sécurité de Vegapunk? Est-ce qu'il est parti voir Vegapunk sur Egghead, ou on ne sait pas. D'ailleurs, on est également très content de retrouver Hermep. Bon, il est toujours en pleurs, c'est un personnage assez particulier, mais on l'apprécie quand même beaucoup. Donc là, il tente de sauver Koby et il va à l'encontre finalement des principes d'Akainu. Et il parle directement au contre-amiral, le prince Gru, et à ses subordonnés également qui sont tous là. Donc ça fait du bien quand même de voir effectivement un peu plus de membres dans la marine, un peu plus de membres du Sword. D'ailleurs, on les avait déjà vus dans une mini-aventure et c'était celle de Capone. On les a vus très rapidement, mais ils étaient bien là avec sa grande casquette, c'était bien le prince Gru. Autre info super intéressante, c'est que les séraphins sont sur Egghead. Et ça, c'est quand même quelque chose, parce que Egghead, on va le voir, Luffy est sur cette île. Les Nakama, tous les Nakamas sont sur cette île. Donc, ils vont peut-être rencontrer les séraphins. Et on va peut-être avoir une explication sur eux. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, on a une mini-théorie, on va pas l'expliciter énormément parce qu'on va faire une vidéo là-dessus. Mais le prochain objectif de Barbe Noire, ce sera peut-être cette île. Parce qu'il va savoir que Vegapunk est sur cette île, c'est une notoriété publique semble-t-il, mais Barbe Noire fait quelque chose d'assez particulier tout le temps. Il va attaquer les personnes en fait qui peuvent le nuire. Barbe Blanche, il a commencé, c'était normal. Ensuite, il a attaqué Dragon, rappelez-vous. Et enfin, il a attaqué Bois Hancock. Les deux derniers, il n'a pas réussi à les avoir. Mais c'est des personnes qui peuvent enrayer en fait son projet. Il a vu les séraphins, il a vu à quel point cela était très puissant. Donc ce serait intéressant s'il va essayer d'arrêter Vegapunk, de détruire Vegapunk et de détruire tous les séraphins avant que ça devienne trop dangereux. Un petit mot également sur Hibari, donc là on voit bien, c'est la jeune fan de Koby, elle adore Koby et elle aussi, elle veut qu'il soit sauvé, c'est évident, ils ont sans doute travaillé ensemble là en tant que marine. Et d'ailleurs ça nous fait un peu penser au grand trio de la marine, donc avec Garp, Sengoku et Tsuru, ça fait un peu Koby, Hermep et Hibari.
Du côté de Luffy, Jinbei réussit à sauver son capitaine, Chopper et Bonnet. La demoiselle en détresse comprend que Luffy ne la connaît pas, et elle s'étonne que les changements de Luffy sur l'avis de recherche ne soient pas représentatifs de sa personne. Et celui-ci répond que c'est sa forme quand il devient totalement libre. Pendant ce temps, Jinbei demande à Bonnet ce qu'elle fait là sans son équipage, sans bateau. Et la Supernova répond que son bateau a été mangé par ce monstre, mais qu'elle est là car elle a affaire à Vegapunk. Elle explique qu'elle a des choses à voir avec Vegapunk, et qu'ici c'est Egghead, l'île du chercheur, celui qui a plus de 500 ans d'avance. Et Luffy déclare qu'il connaît ce nom. Bonnet déclare qu'elle connaît Vegapunk, en tout cas qu'elle a quelque chose à voir avec lui, ou elle. Voilà, bon, on va pas spoiler la fin du chapitre, même si c'est déjà fait, c'est une review, donc à un certain moment, c'est comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est pourquoi a-t-elle vraiment besoin de voir Vegapunk? Il y a 3 solutions pour nous, 3 possibilités. Premièrement, c'est que Bonnet veut récupérer son équipage. Rappelez-vous, sur Punk Hazard, Vegapunk menait des expériences sur les prisonniers. Là, son équipage, on sait qu'ils ont été arrêtés par la marine. Donc peut-être qu'ils ont été livrés à Vegapunk et aujourd'hui encore, ils sont sous torture, sous toute chose impossible et imaginable. Deuxième solution, ce serait que Vegapunk doive quelque chose en fait à Bonnet. On va le voir dans la suite, mais Vegapunk a l'air d'être une jeune femme. Peut-être que Bonnet a utilisé son fruit du démon pour rajeunir Vegapunk. Ça peut être intéressant. Troisième solution, qui pour nous est la seule et unique, très intéressante, sans doute la vérité, c'est qu'elle veut libérer Kuma de son emprise. Elle veut rendre Kuma comme il était avant en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un robot qui obéit totalement au gouvernement et qui en fait fait que répondre oui, je vais faire ça, qui se fait poignarder, il s'en fout, c'est une chose. Donc là, Bonnet cherche la solution. Là, avec cet arc, avec Vegapunk qui est apparemment présent, eh bien on va pouvoir avoir des révélations sur énormément de choses qu'on attend depuis très longtemps. Donc peut-être les fruits du démon, comment est-ce qu'ils peuvent être mangés par des objets, et aussi les Séraphins, comment est-ce qu'ils ont été construits, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Kuma. Absolument toutes ces questions qu'on attend depuis très longtemps. Du côté du reste de l'équipage, le robot géant a sauvé tout le monde. Franky et Usopp sont en extase devant lui. Et d'un coup, une personne sort de celui-ci. Une jeune femme qui lâche qu'elle n'a pas voulu les sauver, car elle est le grand scientifique du gouvernement au génie inégalé, le docteur Vegapunk. Et là, c'est la fin du chapitre. En voilà une très belle fin, une fin digne de One Piece avec des apparitions dont personne ne se doutait. Et là, c'est après Yamato, la nouvelle apparition de quelqu'un qui était vendu comme un homme et qui est une femme. Mais nous, on ne pense pas que ce soit Vegapunk. Pourquoi? Eh bien, il y a énormément d'informations pour dire que ce n'est pas lui. Alors premièrement, il est censé être extrêmement vieux, parce que finalement il a travaillé avec Judge, il a fait des expériences sur Kaido, sur King, il a vécu énormément de choses. Donc là, ça paraît invraisemblable. En plus de ça, il y a aussi le numéro 2 sur sa veste qui semble indiquer que c'est peut-être un Vegapunk 2e génération. On sait que Vegapunk, il connaît l'ADN, il connaît aussi faire des clones puisqu'il a fait les Séraphins. Donc il s'est cloné, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il serait cloné, qu'il aurait fait une armée de lui, qui expliquerait que du coup que il y en a qui soient très jeunes, il aurait fait une armée de lui et chaque clone travaillerait sur un sujet différent et chacun avancerait dans ses recherches. Et là, ce serait vachement intéressant. Oui, imaginez en fait, une personne seule ne peut pas faire tout et n'importe quoi. 2 personnes, ça va encore. Mais une armée de 10 clones, c'est assez pour prendre de l'avance sur tout et n'importe quoi. Là, imaginez seulement 10 Franky. À quel point le Franky Shogun serait immense, plus fort, plus puissant, plus incroyable. C'est ça, sans doute, le secret. C'est ça, sans doute, pourquoi est-ce qu'il arrivait en fait à être en avance de 500 ans. Petite analogie en fait, parce que vous savez, Oda est quelqu'un qui aimait beaucoup l'œuvre Naruto et aussi son auteur. Dans Naruto, celui-ci évolue en faisant des clones parce que ça diminue le temps en fait, il peut permettre de faire énormément de choses et quand les clones disparaissent, pouf, ça revient en fait, toute la connaissance revient à lui. C'est à peu près la même chose, sauf que les clones ne disparaissent jamais et ça permet d'avancer sur énormément de sujets différents à la fois. Et même, peut-être même en fait, que tous les clones sont liés, un peu comme Pain du coup. Voilà, quelqu'un nous avait dit ça dans le live et c'est une très bonne analogie, puisque le clone parle comme un vieux. C'est écrit en fait, il y a une petite note pour dire que la personne parle comme si qu'elle était très vieille. Ça peut être également ça. Ça peut être un corps, enfin une multitude de corps, contrôlé en fait par une chose, une entité. Peut-être même que Vegapunk n'a même plus de corps, mais qu'il est en fait dans une espèce de truc, c'est un cerveau, on ne sait pas quoi, mais ça peut être intéressant. Le fait que Vegapunk soit une femme alors qu'il était vendu plutôt comme un homme,
C'est pas si dérangeant, on a l'habitude un peu que Oda nous fasse quelques petites surprises comme ça, comme avec Yamato par exemple. Après, il est aussi possible finalement que ce Vegapunk soit tout simplement sa fille, c'est aussi une hypothèse, et ce serait vachement intéressant également, ça expliquerait effectivement que Vegapunk, lui, il soit très vieux, et que ce soit sa fille qui ait repris le relais, qui travaille également avec lui. Ce serait Vegapunk deuxième génération, voilà pourquoi le 2, ce serait pas forcément le clone numéro 2 ou le deuxième Vegapunk, mais juste Vegapunk deuxième génération. D'ailleurs, on a une petite pensée pour Franky qui va sans doute devoir s'expliquer puisqu'il a fait exploser le labo de Vegapunk. C'est comme ça, il fallait bien que ça arrive un jour qu'il rende compte à Vegapunk. En tout cas, ce sera sans doute l'arc de Franky et potentiellement celui de Sanji, parce que là, c'est une île qui leur correspond, ils sont tous les deux des cyborgs. Donc ça va être intéressant, on va avoir beaucoup d'explications. On attend d'entrer dans le vif du sujet, sans doute que cet arc ne durera pas très longtemps. En tout cas, il sera très plaisant. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Tout en sachant que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, il y a une petite pause, et Oda reviendra dans 2 semaines. Petit 1, on apprend que le Vegapunk en question, c'est un clone, ce n'est pas l'original. Petit 2, on voit les Séraphins et le grand labo de Vegapunk. Numéro 3, Bonnie dit qu'elle est venue pour sauver Kuma, pour trouver une solution pour le faire revenir à la normale, et forcément, les Mugiwara vont l'aider. Et enfin, numéro 4, Smoker apparaît en tant que protecteur de Vegapunk. Voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez un like, abonnez-vous et puis on se retrouve très vite, sans doute dimanche, pour une nouvelle vidéo. A bientôt les Akos de One Piece.